messieurs, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Nous sommes ici dans le cadre de votre magazine Économie et Santé. Économie et Santé, c'est un magazine qui vous parle de la prise en charge de maladies sous toutes leurs formes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur Monkoy et avec lui, nous allons parler de l'oncologie. C'est quoi l'oncologie? Cette maladie qui tue de milliers de personnes dans le monde et en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, suivons. Docteur Monkoy Badjoki Nalampea. Je suis pour le moment le chef de service d'oncologie médicale à l'hôpital général de Kinshasa, Mama Yebo. L'oncologie, en fait, ça, parce que ça vient du latin, en réalité, c'est la cancérologie, c'est l'étude de cancer. Comme vous savez, le cancer affecte presque tous les organes du corps, ou bien toutes les parties du corps. Donc, c'est une science, en principe, multidisciplinaire. C'est-à-dire, quand nous sommes de l'œil, nous avons aussi besoin de médecins ophtalmologues. Quand nous nous retrouvons en gynéco-obstétrique, soit l'ovaire, pourquoi nous avons besoin de travailler avec des gynéco-obstétriciens? Et dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est un domaine vaste, hein? Mais c'est l'étude du cancer. Et comme le cancer affecte tous les organes du corps, c'est comme ça que ça devient une science multidisciplinaire. En réalité, le cancer a toujours existé, même dans notre société traditionnelle. Mais pour le moment, je dirais que c'est une flambée. Nous dirons surtout pour les femmes, c'est une flambée de cancer du sein que, à ce jour, nous ne pouvons pas très bien expliquer. Mais la facilité de poser ce diagnostic vient maintenant des recherches scientifiques et du développement technologique. Parce que maintenant, nous pouvons poser le diagnostic plus facilement avec l'imagerie médicale, c'est-à-dire l'échographie, l'IRM, le scanner, vous m'excusez. Ça nous permet de poser le diagnostic beaucoup plus facilement, alors qu'à l'époque, souvent c'était la clinique, c'est-à-dire par nos mains et par nos têtes. Le cancer, si je pouvais parler de cancer du sein, c'est peut-être la petite masse. Quand la femme se lave, se palpe le sein sans qu'il y ait une boule dedans, une boule dure. D'autres constatent tout simplement qu'il y a un écoulement laiteux ou laiteux sanguinolent mélangé avec du sang et les douleurs. Parce qu'après l'évolution, il y aura beaucoup de choses. Vous allez trouver des ganglions qui se manifestent. Chez les hommes, je peux parler avec un peu plus d'assurance si les hommes sont très regardants. C'est parler de la prostate, le cancer de la prostate ou l'adénome de la prostate. C'est-à-dire, l'homme se rend compte qu'il se réveille plusieurs fois la nuit pour aller uriner. En réalité, ce n'est pas une grande quantité d'urine. C'est ce que nous appelons polychyrie. C'est-à-dire, quand il va, il urine un peu, et parfois, la vessie n'est pas vidée. Et la nuit, il se réveille 2, 3, 4 fois pour aller uriner. Donc, ça attire aussi l'attention pour les gens. Il y a d'autres cancers, je dirais par exemple le cancer du foie. Parfois, la manifestation, c'est l'ictère, une jaunisse. D'autres, la manifestation, on constate qu'il a une grande masse au niveau de l'abdomen, qui ne lui permet pas de manger correctement, parce que la masse fait pression sur l'estomac.
Le cancer de l'utérus, en réalité, ce sont les douleurs au bas-ventre. On constate un écoulement. Parfois, l'écoulement là n'est pas malodorant, mais souvent, à la longue, ça devient malodorant. Séromuqueux ou parfois vraiment sanguinolent. Et c'est la manifestation la plus importante lors d'un cancer de l'utérus. Et qui souvent va jusqu'au niveau de cancer du col dans l'évolution, que ça se manifeste par une hémorragie. Même par le contact seul, et même pendant que la femme fait sa toilette, et tu vas constater qu'elle s'est touchée là-dedans, mais il y a du sang qui coule. Donc, ça nous oriente de ce côté-là. Et souvent, il faut que nous voyons très bien, parce que dans ce domaine-là, il y a aussi les ovaires. Les ovaires, parfois, le diagnostic se pose difficilement. Le malade se présente, par exemple, avec un abdomen ballonné, où il y a beaucoup de liquide dans l'abdomen que nous appelons acide. Alors que c'est les ovaires. Il y a parfois des causes qui sont tout à fait naturelles, c'est-à-dire les causes génétiques, c'est-à-dire dans nos chromosomes, nous avons des gènes, et ces gènes prédisposent à certains cancers. Là, l'étude se fait par la biologie moléculaire, c'est très compliqué. Nous avons l'environnement tout simplement. Les rayons solaires provoquent des cancers, les ultraviolets chez les albinos. Vous voyez souvent les albinos avec ça. Ça, c'est tout simplement les rayonnements solaires. Il y a les infections et les virus. Parce que les infections, parfois, modifient maintenant la codification de gènes ou de l'ADN au niveau du noyau de la cellule. Et l'effet le plus patent, nous parlerons par exemple de virus des hépatites B et C. Nous voyons des jeunes gens qui ne fument pas, qui ne prennent pas d'alcool, mais se présentent ici avec des hépatos, vous m'excuserez, de gros foie, et quand on fait les examens, c'est le cancer du foie. Souvent, chez les hommes, 25 à 45 ans. Ça, c'est le virus. Il y a le virus de, comment on appelle ça, VIH. Le virus du sida, lui aussi prédispose à un certain type de cancer, les lymphomes, les leucémies. Et quand vous avez les lymphomes, les maladies myéloprolifératives, on s'oriente pour voir si la personne n'est pas séropositive au VIH. Chez les femmes, justement pour le cancer du col, dans d'autres pays comme le Japon, on commence déjà à vacciner les jeunes filles entre 14 et 16 ans contre le virus papillomavirus humain. Et ça donne des excroissances au niveau de vulve de femmes, mais ça provoque à la longue le cancer du col. Mais dans d'autres pays, cette vaccination-là est prise maintenant par la santé publique pour prévenir le cancer du col, et ça coûte cher dans les pays un peu développés. C'est comme le vaccin de l'hépatite C et B. Nous, par notre pouvoir d'achat, il est pratiquement impossible qu'un Zaïrois, vous m'excusez, un Congolais moyen, se permette d'aller acheter ces vaccins. Pourtant, ailleurs, on les fait aussi plus facilement. Je pense que l'alimentation est incriminée. Mais l'alimentation, nous n'avons pas de preuves avec beaucoup d'exactitude. On parle de colorants, on parle de produits surgelés, mais nous n'avons pas de preuves, mais seulement on pense que la plupart des animaux qu'on nous amène surgelés sont élevés avec des hormones
et tout ça, qui peuvent intervenir ou faire une interaction avec notre système hormonal. Et puis, chez vous les femmes, on parle de produits que vous utilisez pour vos cheveux-là. Hein? Comment vous appelez ça? Les défrisants. Les défrisants. C'est-à-dire que les défrisants favorisent l'apparition des cancers de sein, de l'utérus et des ovaires. Il semblerait que ce produit interfère dans le système hormonal de femmes. La leucémie chez les enfants, nous pouvons justifier ça parce que je vous ai dit que ça peut être tout simplement une maladie génétique. C'est-à-dire, dans le chromosome de cet enfant-là, il a des gènes qui le prédisposent à faire la leucémie. Statistiquement, c'est difficile. C'est peut-être dans certains cancers qu'on peut dire que les gens qui travaillent peut-être dans le laboratoire ou les gens qui travaillent dans les services de radiologie, à l'époque, quand il n'y avait pas vraiment de système de protection, ils sont prédisposés à faire des cancers, soit de la peau ou d'eau. Mais le cancer, en principe, préoccupe plus de gens entre 30 et 65 ans. Pour les gens de la tranche de 50 jusqu'à 70 ans ou plus, c'est souvent la vieillesse. Hein. La vieillesse, c'est un facteur favorisant. Mais il y a aussi des cas extraordinaires qui ne nous expliquent même pas les théories que nous avions étudiées. Parce que, par exemple, quand ici, la plus jeune femme que nous avions attrapée avec cancer du sein avait 6 ans. Le diagnostic a été posé par le feu professeur Kalengai. Et la plus jeune que nous avions reçue avec un cancer de l'ovaire, c'était 9 ans. Vous voyez que ça touche toutes les couches, mais l'âge, c'est aussi un facteur prédisposant. On incrimine l'alcool, on incrimine la prise de tabac. Les deux associés semble-t-il que ça favorise la plupart des cancers, surtout au niveau de la gorge, au niveau du tube digestif. La prise en charge des cancers, maintenant nous avons un arsenal beaucoup plus étoffé, mais peut-être nous n'avons pas tout le moyen ici. Mais pour le moment, je peux dire, premièrement, c'est la chirurgie. Si on constate un petit bouton sur la peau et que le chirurgien le lève largement, parfois on s'arrête là. On n'ira pas plus loin. Mais nous avons la chimiothérapie. La chimiothérapie a 2 volets. Il y a le volet qui prépare une intervention chirurgicale pour enlever la masse, ce que nous appelons pré-opératoire, et nous avons aussi l'autre que nous donnons, le post-opératoire, pour couvrir l'intervention qu'on a faite. Mais il y a des maladies. Par exemple, nous n'enlevons rien, nous ne donnons que la chimiothérapie. Par exemple, le lymphome, le leucémie et tout ça, nous ne donnons que la chimiothérapie. En dehors de la chimiothérapie, maintenant, nous avons des systèmes combinés. On fait la chimie, le chirurgien intervient et on couvre avec la chimie. Nous avons la radiothérapie. Ici, je peux parler avec beaucoup d'aisance parce que plusieurs années se sont passées. Nous n'avions jamais un service de radiothérapie. Dans ces pays, je parle de la République démocratique du Congo. Mais le professeur Dr Soulou Marcel a maintenant un équipement neuf et de dernier cri de radiothérapie.
c'est au centre Nganda. Et je crois que, en négociation avec le gouvernement, on a essayé un peu de le voir le prix, hein, parce que le prix d'un traitement radiothérapie, c'est très élevé, surtout pour l'amortissement du matériel. En dehors, maintenant, nous avons ce qu'on appelle l'immunothérapie. Ça, ce sont de l'évolution, que nous appelons souvent des traitements ciblés. Mais ici, chez nous, nous n'avons pas d'abord la plupart de ces médicaments, et c'est ne trouve pas facilement chez nous. Et les examens pour nous orienter dans l'application de c'est des tests immunohistochimiques. Ça se fait ici à Kinshasa maintenant, aux cliniques universitaires, avec l'apport de la Maison Roche. Ça se fait au laboratoire Le Beaumont du professeur Leboise, c'est-à-dire ça nous permet de dire que pour tel cas, nous pouvons utiliser telle immunothérapie, telle. Ce sont des schémas codifiés et bien étudiés. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps de recul sur ces traitements-là, sur ces médicaments-là. La plupart ont aussi des effets secondaires très très complexes. En dehors de ça, je crois que cet arsenal, nous pouvons aussi l'avoir ici. Je ne saurais pas vous donner avec précision parce que chaque traitement, c'est un kit. Rarement, maintenant, en chimiothérapie, on utilise un seul cytostatique. Non. Souvent, c'est combiné. 2 ou 3, même 4. Et si nous allons encore ajouter l'immunothérapie, le combinant avec la chimiothérapie classique, ça va un peu plus cher. Mais je ne sais pas estimer le prix ici. Ce que je peux dire, vous pouvez faire une chimiothérapie à l'hôpital général de Kinshasa. Le prix peut varier entre 300 et 400 $, comme vous pouvez aller dans les centres privés. On veut ici, je ne vais pas citer, et vous allez trouver à 1600 cycles de chimiothérapie ou à 1800. Si des informations à notre possession sont aussi correctes, je crois que au centre Nganda, on fait aussi une réduction par rapport parce que le gouvernement a négocié avec ce centre-là. Mais généralement, ça varie entre 400 et 1600 $. Même si vous quittez ici, vous allez en Inde ou en Afrique du Sud, je crois que c'est à ces prix-là. La chimiothérapie, les services de cancérologie pour donner la chimiothérapie, c'est l'organisation de chaque hôpital. Si chaque hôpital a quelques oncologues, peut organiser ça correctement parce que c'est un service. Et chez nous, c'est un service qui fait partie du département de médecine interne parce que nous ne sommes pas très développés et comme ailleurs. Mais quand vous êtes en France ou au Maroc, vous trouverez que c'est tout un département qu'on appelle seulement oncologie médicale. Bon, ici, la chimiothérapie se fait à l'hôpital, nous appelons Mutombo Dikembe. Là, ça fait la chimiothérapie à l'hôpital général de Kinshasa, aux cliniques universitaires, centre Nganda, il faut citer cela, mais les autres privés, ACJ Hospital, Diamant, je crois même que la polyclinique de Kinshasa, ça s'est fait parce que s'il y a un oncologue et que le service est bien équipé, on fait la chimiothérapie facilement. La chimiothérapie, ce n'est pas une mer à boire. C'est que sa personne qui fait doit connaître les conséquences, les effets secondaires de ces médicaments-là et savoir le manipuler. Le cancer génétique, nous ne pouvons plus rien. Nous ne pouvons plus rien parce que c'est génétique. Les autres cancers,
on peut prévenir. Comme je vous ai parlé de la vaccination contre le virus papilloma humain, le virus humain des papillomes, qu'on vaccine dans d'autres pays. On peut ici élargir la vaccination contre le virus de l'hépatite C et B. Et maintenant, je ne sais pas comment nous pouvons éviter le virus du sida, c'est très compliqué, mais le CENI, je douterais parce que ça, c'est trop génétique. Je pense que nous ne pouvons pas réduire. Pour parler de pourcentage d'ici 5 ans, le problème que nous pouvons dire maintenant, c'est que c'est la flambée de ces cancers-là. Je dirais qu'il n'y a pas longtemps, chez la femme, c'est le cancer du col qui prévalait. Mais aujourd'hui, sincèrement, c'est le cancer du sein qui prévaut. J'ai pris dans toutes les consultations ici. Chaque semaine, nous avons 3, 4 nouveaux cas de cancer du sein. Mais, j'ai cru qu'il y a une chaîne de télévision du ministère de la Santé publique. Mais, j'ai l'impression qu'on ne donne pas beaucoup de temps pour sensibiliser la population. Ce qui nous manque, c'est le moyen de bien sensibiliser la population. Je vous dirais, une femme, le diagnostic de cancer du sein, c'est la femme elle-même qui pose, par sa main, sans quelque chose. Mais, ce n'est pas question d'éducation, c'est la peur. Une femme, quand elle constate ça, on lui dit, ah, quand tu partiras à l'hôpital, on va t'arracher le sein. Et les femmes ont peur. Mais en réalité, ils seront de très mauvais services parce que dans 3-4 ans, ça devient beaucoup plus compliqué. Qu'on ait de l'argent, qu'on ait des médecins très spécialisés, mais là, ils ne servent à rien. Chez nous, je peux dire que n'ayant pas un pouvoir d'achat assez élevé, c'est comme ça qu'on réduit. Mais, réellement, en Europe ou au Maroc, on fait 6 cycles, c'est-à-dire 6 cycles de chimiothérapie. On pré-op avant l'opération. Et quand on opère, on va couvrir encore avec 6 autres cycles. Ici, à cause de nos moyens limités, parfois nous demandons, on fait 3 cycles. Nous contrôlons pour voir si la masse ou les cancers là diminuent de volume. Si nous constatons avec 3 que ça diminue de volume sensiblement, nous demandons au chirurgien d'opérer et nous couvrons avec 3 autres cycles. Mais souvent, on arrive jusqu'à 7 ou 8 cycles, selon les cas. Nous sommes en mesure de vous dire que quand la personne se présente à temps, c'est-à-dire des gens qui sont très attentifs, constatent que quelque chose vient à temps, ça guérit, parce que nous avons des cas, des 93 qui circulent encore, c'est-à-dire qui ont oublié qu'ils peuvent encore venir nous voir. On se rencontre avec eux par hasard. Donc il ne faut pas que les gens considèrent les cancers que c'est la fin. Venez à l'hôpital, on posera le diagnostic, on vous proposera les traitements qu'il faut. Nous avons beaucoup, pas comme dans les autres domaines, par chez nous, les malades arrivent ici au stade 4 ou 3, c'est-à-dire l'avant-dernier stade ou la dernière stade de la maladie. En ce moment, parfois on fait la chirurgie de propriété, parfois on fait la chimiothérapie pour arrêter les hémorragies ou les douleurs. Non, les implications sont énormes. Socialement, je dirais que la personne est bloquée, devient improductif. Le coût du traitement est aussi élevé que ça doit peser sur toute la société, surtout sur toute la famille. Parce que lui-même sera incapable de supporter le coût. Et si et seulement nous avions des mutuelles ou les services
de sécurité sociale bien outillés, qui fonctionnent normalement. C'est comme ça que les gens se soignent en Europe ou ailleurs. Mais chez nous, c'est sur la famille. Et ça a une implication grave parce que parfois cet homme-là, ou cette femme-là, c'était lui le moteur de la famille. Quand il tombe malade, tout est bloqué et ça compromet même l'avenir de sa progéniture. Et quand le cancer prend une grande proportion de malades, et socialement, ça pèse et sur la société et sur la production de la société. Donc, ça a un impact négatif sur l'économie du pays. Depuis un bon bout de temps, je me rends compte que les médecins congolais se sont préparés dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Il y a très peu de domaines où il n'y a pas de médecins congolais. Malheureusement, la grande partie se trouve à l'extérieur à cause de ces paiements ou bien des salaires tellement minorés et qui n'honorent pas leur classe. Mais nous avons beaucoup de cadres pour tout ça. Qu'est-ce que nous demandons au gouvernement? De bien équiper ces hôpitaux, je dis bien, les hôpitaux de l'État qu'ils soient bien équipés, et de bien former les jeunes gens. Nous sommes formés nous-mêmes, alors que le gouvernement devait mettre des bourses à la disposition des jeunes gens pour que nous ayons ces cadres. Le Congo-Brazzaville a plus de médecins oncologues que la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez le savoir? Non. Moi, individuellement, en tant que syndicaliste, depuis 2009, je parlais au ministre de la Santé d'envoyer des jeunes gens, c'est-à-dire quoi? Des jeunes gens de moins de 45 ans pour aller se spécialiser dans tous les domaines. Vous savez, nous commandons du matériel dernier cri. Mais la plupart de nôtres ne les ont pas encore manipulés. Et ça, quand ça arrive ici, ça sera très mal manipulé. Et la plupart de nos matériels maintenant ont une partie électronique. Et si on manipule mal, l'appareil est déclassé. Et on a fait des grandes pertes. Donc, c'est que nous demandons au gouvernement, 1, d'équiper ces hôpitaux. 2, de former. Maintenant, nous avons beaucoup de cadres. On peut encore former, la République est vaste. Et en ce moment-là, on peut se dire, tous les hôpitaux provinciaux auront peut-être des services d'oncologie médicale. Maintenant, par l'Internet, nous faisons parfois des consultations pluridisciplinaires avec la participation des amis qui peuvent être en Belgique, au Maroc, Congo-Brazza, au centre Ngada, à Lubumbashi, mais par téléphone. Et on se donne des conseils, c'est-à-dire, vu les cas, ceci, nous pensons que ici nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire ceci. Mais comment vous pouvez le faire avec un jeune confrère ou même un vieux médecin qui se trouverait là où il n'y a pas d'Internet? Il est privé de tout ça. Donc, les hôpitaux doivent être équipés comme ailleurs, même mettre les réseaux entre ces hôpitaux-là, les équiper, mais former. Former. Nous n'avons pas à nous s'enorgueillir parce que nous avons l'appareil d'IRM, le dernier cri, ou de scanner, le dernier cri, alors que les manipulateurs, les bons manipulateurs ne sont pas là. Et c'est ça le danger que moi je pressens pour des investissements qui coûtent cher à la République. Il n'y a pas. Nous avions été formés par le professeur Ngombe de bonne mémoire, il est maintenant retraité du Congo-Brazzaville. Je sais que c'est peut-être le premier oncologue pour l'Afrique centrale et puis le stage de perfectionnement au Maroc.
En Afrique, maintenant, il y a beaucoup d'oncologues. Je crois que Brazzaville, CHU Mariangwabi, il y a un centre. À Douala, il y a un centre. En Côte d'Ivoire, mais Abidjan, il y a un centre. À Dakar, il y a un centre. Au Maroc, il y a un centre. En Tunisie, je parle de la partie que je connais un peu. Et vous pouvez envoyer en France et en Belgique. Mais ici, sur place, il n'y a pas la formation des oncologues. Nous qui sommes arrivés à la fin de notre carrière, nous sommes en train de voir l'avenir de ce pays. Mais l'avenir ne se fera que dans la formation de cadres. Dans la formation de cadres. Ça ne sert à rien d'investir des gros moyens si vous n'avez pas formé les cadres pour qu'on vienne détruire tout cela. Former les gens et que nous ayons pour nous des cadres qui doivent rivaliser avec les autres. Vous saviez que 89, 90 et même maintenant, la plupart des hôpitaux sud-africains, le Botswana et comme ça, sont tenus par les Congolais de la République démocratique du Congo. Donc, cette génération-là est en train de partir. Maintenant, il faut que l'État s'y mette et mette beaucoup plus d'attention sur la formation. Pourquoi je le dis? Parce que maintenant, il y a beaucoup de complicité, le clientélisme, la corruption et le tribalisme. Ce n'est plus le cadre qu'on apprécie, qu'on envoie. Mon cher, j'ai eu l'occasion, je cherche un petit frère, je cherche un nouveau frère. Que ça, si ça disparaît dans l'esprit des autorités académiques de notre pays, je crois que nous allons former de bons cadres et nous en avons dans tous les domaines. Nous en avons dans tous les domaines. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de votre magazine Économie et Santé. Je rappelle que nous avons parlé avec le docteur Monkoy sur l'oncologie, cette étude du cancer. Vous êtes sans le savoir comme moi que le cancer aujourd'hui tue des milliers de personnes dans le monde et en République démocratique du Congo. Nous avons suivi et au revoir à la prochaine.